Si on parvient à comprendre le nom d'un esprit, on peut le contrôler. Dit un axiome attribué à la sagesse celtique. Cette idée exprime parfaitement ma motivation à écrire sur les termes utilisés pour décrire les phénomènes psychiques. La vérité de ce vieil axiome est démontrée lorsque l'on travaille avec des blocages énergétiques. Pour les éliminer, il faut verbaliser la situation dans laquelle ces blocages sont apparus, c'est-à-dire trouver son nom essentiel. Oui, c'est ainsi que notre psyché réagit, il répond quand nous lui parlons, car il est un esprit et se manifeste par diverses réactions spirituelles. Et nous avons créé beaucoup de mots pour lui, parce que même si nous ne connaissons pas le nom d'une certaine réaction, et en inventons une, nous pouvons toujours la contrôler. En ce sens, je pensais aux thérapies folkloriques avec des anges, des guides, des extraterrestres ou des réincarnations, qui peuvent devenir de très bonnes métaphores verbales pour réactiver les émotions d'un traumatisme subtil et très profond. J'ai personnellement travaillé avec de telles métaphores sur les blocages énergétiques qui avaient des causes transgénérationnelles, bien que, rationnellement, je ne crois pas à de telles théories. Mais en tant que professionnel, je savais que ça marcherait. Et grâce à cette technique, j'ai compris l'histoire émotionnelle et l'évolution des valeurs au cours des 3 générations qui m'ont précédé. C'est ainsi que j'ai réussi à décoder le sens du rôle que ma famille m'a inconsciemment forcé à accepter. Le but était de mieux contrôler mes propres réactions mentales et de décider quelle position j'accepte consciemment. La conscience nous donne la puissance de contrôler, et nous avons tout besoin de ce genre de contrôle. C'est lui qui nourrit la responsabilité de sa propre vie. Des jeunes enfants, on recherche le pouvoir de contrôle sur l'environnement, en utilisant nos capacités psychiques. La fonction essentielle du psychisme est de s'adapter à l'environnement. Mais très vite nous apprendrons que pour nous adapter à l'environnement, nous devons développer nos propres capacités. Le langage est un produit de la psyché, mais en l'utilisant correctement, nous pouvons contrôler nos réactions. Et ce n'est pas par hasard que j'ai utilisé le mot correctement. Les spécificités de certains processus mentaux nécessitent des mots appropriés. Tout comme nous pouvons nous guérir par des mots, nous pouvons aussi créer des blocages énergétiques par des mots. Par exemple, je reviens aux métaphores des anges et des guides que j'ai utilisées plus tôt. Lorsque nous ne parvenons pas à assumer la métaphore et à l'identifier avec notre propre processus psychique, il y a un grand risque de dissociation et de perte d'énergie inutile. Pour conserver le charme de la magie enfantine, beaucoup de gens préfèrent penser qu'il s'agit de forces extérieures qui viennent nous aider inconditionnellement. J'ai vu cela sur de nombreuses pages internet qui promeuvent le folklore psychique spirituel. Un jour, une thérapeute a osé écrire qu'il ne s'agissait que de ses propres forces psychiques. Et une foule immense d'individus s'est précipitée pour la critiquer. Alors j'ai pensé qu'il l'emmènerait à l'échafaud. Il existe de nombreux pièges verbaux de ce type dans le folklore psychologique. C'est pourquoi j'ai pensé que quelques explications sur les spécificités de certains phénomènes psychiques et sur la façon de les exprimer verbalement seraient bénéfiques. De cette façon, nous pouvons mieux contrôler notre propre psychisme. Qu'est-ce que le psychisme? Quelles sont ses origines? Qu'est-ce que la psychologie? Voici les questions auxquelles je répondrai ensuite, en essayant de faire le lien entre les définitions abstraites et les exemples pratiques, à travers lesquels il est possible de reconnaître immédiatement la résonance du processus psychique dont je parle dans nos propres réactions. La psychologie ne peut pas être apprise uniquement à partir des livres. Elle nécessite un contact immédiat avec l'expérience personnelle. C'est la spécificité du psychisme, objet d'étude de la psychologie. La psychologie,
C'est pourquoi j'avoue d'emblée que ce que je vais raconter ensuite est issu de ma propre expérience professionnelle et personnelle dans ce domaine. Déjà la position d'où je pas exprime deux qualités du psychisme et implicitement de la psychologie, subjective et objective. Ainsi, mon expérience professionnelle a permis mon accès à diverses théories de la psychologie et m'a fourni des repères objectifs. Parce qu'ils me sont extérieurs. J'ai pu interpréter certains phénomènes que je ressentais déjà en moi. Il s'agit donc de réalités psychiques subjectives. La connaissance de soi est déterminante dans la manière d'évaluer les processus psychiques et dans la relation à l'autre. C'est pourquoi le travail d'un psychothérapeute nécessite une analyse personnelle dès le départ. Moi, je l'ai fait dans un groupe de psychothérapie expérientielle, et c'était très amusant, mais surtout bénéfique, y compris pour ma vie personnelle. Si le sens des responsabilités est également activé au centre de toute expression, alors nous avons de fortes chances que cette communication soit également efficace. C'est-à-dire il faut activer la conscience de sa propre condition, de sa propre position, de sa propre réponse qui vient de quelque part au plus profond de nous, d'une couche dont il n'est pas toujours très facile de prendre conscience. Nous communiquons bien plus que nous ne le pensons, nous communiquons de manière non verbale et exprimons nos attitudes, que nous le voulions ou non. En effet, ayant la communication non verbale attachée à la communication verbale, elle exprime toute notre personnalité dans chaque acte de communication. Il est vraiment impossible de fuir soi-même, mais détecter le rôle dans lequel on se trouve à un moment donné est accessible à une personne mûre. Nous jouons divers rôles, dans diverses situations, et la flexibilité dans le changement des rôles dénote une maturité émotionnelle. Une telle position a l'avantage de nous rappeler que la vérité dans le flux de la communication n'est pas quelque chose d'absolu, mais quelque chose de flexible, changeant et perfectible. Dans une relation, la vérité est quelque chose qui se construit en deux. Ici, je peux m'arrêter pour souligner une caractéristique importante de la psyché humaine, qui est mise en évidence dans de nombreuses définitions académiques. Le psychisme a la fonction de relation. Il s'agit de la relation du sujet humain avec son environnement, mais aussi des relations internes entre les parties de la personnalité. L'aspect subjectif de la psyché la rend difficile à définir scientifiquement. Les scientifiques se plaignent que les définitions deviennent redondantes parce que nous utilisons des éléments de définition du système que nous définissons, et l'auto-observation n'est pas une méthode de recherche qui a une confirmation scientifique. C'est pourquoi nous devons assumer la responsabilité du jeu subjectif de nos propres mots, lorsque nous essayons de définir le psychisme. Car il s'agit de l'état du « je suis », de l'état de moi, de l'autre ou de l'homme pris comme être générique. C'est-à-dire la position du sujet. Et cela pose déjà un problème pour pouvoir intégrer la psychologie parmi les sciences, telles qu'elles sont définies par le paradigme occidental. Les Occidentaux prétendent préserver l'objectivité comme critère de la recherche scientifique. Il y a même une attitude de mépris sur la subjectivité, dite non scientifique, mais si nous regardons de façon réaliste ce qui se passe dans n'importe quel processus de recherche scientifique, nous remarquerons que la subjectivité intervient à deux moments clés. Le premier moment de ce genre est le tout début, c'est-à-dire la construction de l'hypothèse par laquelle commence la recherche. Le chercheur se trouve face à un domaine inconnu, vers lequel il s'est orienté intuitivement, donc subjectivement. Il est en dehors du champ de la recherche, il ne sait rien, mais il construit une hypothèse. Ainsi, la subjectivité est au maximum de ses possibilités créatives. Le chercheur peut choisir n'importe quoi comme hypothèse de travail, il n'est pas encore conditionné par la réalité du terrain de recherche, avec lequel il n'a encore aucun rapport réel.
Donc, l'impulsion à s'orienter dans cette direction est strictement subjective, elle dépend de sa volonté, de son intention intérieure. La seconde fois, la subjectivité intervient lorsqu'il est temps de tirer des conclusions et de formuler la règle rationnelle résultant de la qualité des informations collectées. Ce moment se produit après que les données ont été collectées à partir de la réalité recherchée. Encore une fois, ce moment, il est déterminé subjectivement. Rien dans la réalité de la recherche ne dira au chercheur quand c'est le bon moment pour tirer des conclusions. Mais s'il continue à collecter des données, sans développer une règle rationnelle pour les ordonner, il peut être submergé par la masse d'informations collectées et incapable de les ordonner rationnellement. Ainsi, la subjectivité d'un chercheur scientifique est toujours présente, et en relation avec l'objet recherché, jusqu'aux niveaux les plus profonds. La physique quantique a déjà montré que le changement d'onde en particules et vice-versa est influencé par l'intention de l'observateur. Ainsi, la conscience s'amuse de nos revendications d'objectivité absolue. Nous n'avons d'autre choix que d'assumer notre subjectivité, même si nous atteignons alors des formes de relation avec l'environnement, où l'objectivité est obligatoire. Par exemple, quelqu'un était frustré de ne pas pouvoir voler comme des oiseaux, et a ensuite inventé l'avion. C'est juste que le fonctionnement de l'avion dépend déjà du strict respect de certaines lois objectives de la nature. Par contre, lorsque nous parlons de psychisme, il semble que la nature nous a donné le privilège de jouer avec notre propre subjectivité à tous les niveaux, et nous avons des possibilités de choix pratiquement infinies. L'énergie psychique répond, quel que soit le type de message que nous transmettons. C'est pourquoi il existe tant de théories psychologiques et dans chacune d'elles, nous pouvons trouver quelque chose qui, après nos ressentis, nous représente. Mais, je préfère commencer par donner des exemples concrets et réels, de la manière miraculeuse, dont notre psychisme répond à un ordre ferme. En ce sens, je me souviens d'une situation réelle décrite dans un livre. Je suis désolé, je ne me souviens le titre de ce livre, mais je vais utiliser cet exemple car il est très expressif. Et en tant que professionnel, je sais qu'en utilisant l'imagination, on peut toujours arriver à de tels résultats. Un couple mari et femme était dans la jungle pour faire des recherches. L'homme a eu une crise cardiaque et l'hélicoptère de sauvetage n'a pas pu venir immédiatement en raison des conditions météorologiques. Il a fallu 6 heures avant qu'il puisse atterrir à cet endroit. Pendant ce temps, sa femme a lui donné les premiers soins et lui a dit « Chérie, attends, résiste. Ce n'est qu'un film. » Et il a résisté. Pratiquement, sa femme lui propose une dissociation psychique de la situation réelle et l'oriente vers les ressources de son imagination. Là, il pourrait choisir un rôle temporaire pour se protéger de la situation réelle. Il s'agit d'une capacité naturelle de notre subconscient, qui dans les moments de crise, peut ignorer la douleur, afin d'utiliser l'énergie pour des solutions salvatrices. Le psychisme humain possède des ressources miraculeuses et une incroyable capacité à s'organiser en temps de crise. Alors nous avons la chance d'observer ses véritables potentialités. C'est ainsi que le grand hypnotiseur Milton Erickson se sauva seul la vie à l'âge de 17 ans, après avoir entendu le médecin dire à sa mère que son fils mourrait le lendemain. Il a demandé qu'on déplace son lit pour qu'il puisse voir le coucher du soleil. Mais devant cette fenêtre se trouvait un arbre, que le jeune Milton ignora. Il s'est donc essentiellement auto-hypnotisé, et se connecté à la force vitale symbolisée par le soleil. Il a résisté à la mort.
Depuis, il est devenu l'un des meilleurs hypnotiseurs au monde. Et cela malgré le fait qu'il soit né avec des troubles sensoriels et perceptuels. Il était dyslexique, mais avait des capacités exceptionnelles pour comprendre les significations subtiles de la communication. Milton Erickson est l'un des psychothérapeutes qui ont simplement joué sur le plan symbolique et activé magiquement les énergies de guérison. Il n'a écrit aucun livre, mais ceux qui ont appris de lui l'art de guérir nous ont laissé de précieux témoignages. Tout semble magique, mais il y a des explications très claires et logiques du style Erickson. C'est en fait un jeu entre différents niveaux de communication. Erickson aimait travailler dans un style totalement non conventionnel, respectant la singularité individuelle. Il a dit que chaque personne méritait sa propre théorie de la personnalité. Voici 2 exemples qui démontrent que nos paroles ne sont que des véhicules d'information, ne créant que des voies pour le circuit énergétique. La communication elle-même dépend donc de quelque chose de beaucoup plus profond. Les mots, par définition, sont imparfaits. Un mot ne couvrira jamais complètement la réalité à laquelle il se réfère. Comme je connais 5 langues et que j'utilise également des dictionnaires pour comprendre les termes anglais ou sanskrit, j'ai l'habitude de vérifier la réalité de ce à quoi les mots font référence et comment nous les traduisons. Les traductions nous conduisent souvent à des réalités différentes car il n'y a pas de mots correspondants dans l'autre langue. Et puis, il faut tenir compte de la réalité culturelle d'une langue. Sans tenir compte de cette réalité, nous pouvons nous retrouver dans des situations vraiment laides, comme cela arrive avec l'utilisation du terme « ego » dans le folklore psychologique actuel, que je commenterai plus tard. Alors, subjectivité et limite des mots, voilà déjà 2 raisons pour lesquelles définir la psychologie et le psychisme est très difficile. Il y a beaucoup de mots, de beaucoup de langues, qui sont utilisés pour définir le psychisme et la psychologie, et ces mots dépendent de la manière d'aborder, du contexte théorique qui tente de s'imposer et surtout du contexte culturel.